Bien, bonsoir à toutes et à tous. Cher public, chers amis et amis des rencontres internationales, je vous salue très fraternellement en ouverture de cette 50e session des rencontres. Née après la Seconde Guerre mondiale, dans la résolution morale de personnalités qui voulaient la reprise du dialogue dans un monde déchiré et bientôt figé par la guerre froide, les rencontres internationales tiennent leur première réunion en septembre 1946. Julien Benda, Georges Bernanos, Karl Jaspers, Stéphane Spender, Jean Guénaud, Francesco Flora, Denis de Rougemont, Jean-René de Salis, Georges Lukács. Ces intellectuels y évoquent l'esprit européen entre héritage bouleversé et avenir confus. D'autres intellectuels avaient été sollicités ou pensaient à pouvoir venir, notamment Albert Camus, Jean-Paul Sartre, André Malraux, Louis Aragon, Emmanuel Mounier, Georges Mounin, Raymond Aron, André Gide, T.S. Eliot, Aldous Huxley, Bertrand Russell, Benedetto Croce, Arthur Koestler et d'autres, Hermann Hesse. Donc un patrimoine assez magnifique. Ce qui compte, c'est l'avenir. Porte-voix du comité, donc je suis très heureux ce soir d'ouvrir cette conversation. Et dans la cité où repose Jorge Luis Borges, parmi les 350 tombes du cimetière des rois, nous allons accueillir et entendre Alberto Manguel, lecteur voyageur, écrivain, humaniste et actuel directeur de la prestigieuse Bibliothèque nationale d'Argentine à Buenos Aires. À l'âge de 16 ans, notre invité a prêté ses yeux de lecteur à Borges, déjà aveugle. Hier soir, il a ouvert les feux à la Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature à Montricher, dans le Pays de Vaud. Je dois remercier les institutions et les personnes qui font vivre les rencontres internationales de Genève. L'université qui nous accueille et son service de presse, qui contribue à médiatiser les conférences. La République et Canton de Genève, son soutien généreux permet aux RIG d'accomplir leur magistère intellectuel dans la cité. Un mécène genevois qui veut garder l'anonymat, son aide généreuse pérennise notre association dans le patrimoine culturel de Genève. La Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature, son soutien substantiel se double maintenant d'un partenariat intellectuel entre littérature et sciences humaines. Le comité des rencontres, son engagement et son appui pour les projets en cours et futurs sont précieux. Et puis, sans Léa Oswald, collaboratrice irréprochable, exigeante, patiente, vive, inventive, sagace, parfois entêtée, il serait impossible de mener à bien le minutieux travail d'organisation et de concrétisation de chaque session. Je remercie aussi les personnes non nommées qui œuvrent ce soir à notre réunion. 2 mots sur les rencontres. Après une session longue, les années paires, et une session courte, les années impaires, les rencontres internationales trouvent maintenant un nouveau rythme de croisière, afin de continuer à rencontrer la cité pour tenter de penser notre monde dans le prisme de l'humanisme, dans l'alliance irréductible des sciences humaines et de la littérature. Grâce à Christophe Riem, qui fait partie du comité, le travail vers les collégiens ouvre les rencontres internationales sur la génération montante et leur propre imaginaire. Pour 2018, j'aimerais prolonger ce dispositif avec les lycéens lausannois. Fabriquée dans la confiance et la complicité renouvelée de Michael Balavoine de Georg, élégante et bon marché, mise en librairie, la nouvelle collection achevée d'imprimer, que vous avez trouvée à l'entrée, va réactiver la tradition de publication des conférences des rencontres internationales, mais avec un aspect inédit. Les volumes des conférences futures enrichiront la collection aux côtés d'autres essais de sciences humaines. Ce dispositif éditorial va offrir, j'en suis sûr, une visibilité inédite aux pensées et aux textes et aux réunions des rencontres internationales. Sortie de presse le vendredi 22 septembre, intitulé « Fiction, penser le monde par la littérature », le premier volume publie les textes des 4 conférences de 2016 des 4 conférenciers, Eri De Luca, Petro Markaris, Kim Thuy et Boalem Sansal. La séance de ce soir, résister, imaginer, écrire, en écho à la session de 2016, en prélude à celle de 2017 sur Exil et refuge, où la littérature aura un mot à dire,
nous évoquons ce soir les pouvoirs de l'imagination sur la réalité dans un monde que certains jugent, lucidement, de plus en plus désemparé. Comme l'écrit Bronislaw Bajko dans Les Lumières de l'utopie, les utopies, quintessence même de la fiction, expriment, je cite, une certaine époque, ses hantises et ses révoltes, le champ de ses attentes comme les chemins empruntés par l'imagination sociale et sa manière d'envisager le possible et l'impossible. Dépasser la réalité sociale, ne serait-ce qu'en rêve et pour s'en évader par la fiction, fait partir de cette réalité et offre sur elle un témoignage révélateur. Dans la belle interview donnée ce week-end au journal Le Temps, Alberto Mengel affirmait pareillement, un peu dans les parages presque aussi de Bronislaw Bajko, que la fiction donne cohérence au chaos qui nous entoure. Comme l'utopie, la fiction est un mode discursif et un mode de pensée qu'il importe de saisir et de penser ensemble. Le programme, demain, après la projection de 14h à la Maison des Arts et du Grütli, du chef-d'œuvre filmique de Haas, le manuscrit trouvé à Saragosse, de 1965, qui visualise véritablement le pouvoir de la fiction. La séance sera introduite par François Rosset, professeur de littérature à l'Université de Lausanne et qui est un éminent spécialiste de Potocki. La discussion de ce soir continuera dès 18h30 avec les regards croisés entre Alberto Mengel et sa complice intellectuelle, l'écrivaine iranienne Bahiyi Nakayavani. Et cette discussion se fera sous l'autorité de David Collin, éditeur, producteur et réalisateur à la radio-télévision suisse, que nous remercions. Cher Alberto, malgré votre agenda terriblement chronophage, vous avez pris le temps de l'Odyssée genevoise depuis l'Argentine, avant de gagner le berceau de l'humanisme européen en Belgique dès demain soir. Un grand merci. Nous avons tous hâte de vous entendre sur le pouvoir de la fiction, dans l'ombre portée de l'inventive, douce et belle Sherazade. Dans le parage de cette figure imaginaire, je vous confie à l'autorité douce et ferme aussi de notre chère Patricia Lombardo, professeure de littérature contemporaine à l'Université de Genève. Je vous souhaite à toutes et tous une belle et heureuse soirée. À vous. Bonsoir à vous tous et bienvenue à ces 2 journées de rencontres internationales. Bonsoir à Alberto Mengel. Quel plaisir vous avoir ici. Quel plaisir vous accueillir. Je voudrais que ces mots aient à la fois la fraîcheur de ces mots lorsqu'ils ont été prononcés Dieu sait quand pour la première fois et l'accumulation, les strates de toute l'histoire dans laquelle les êtres humains ont communiqué par gentillesse, par amour, avec cette phrase. La fraîcheur et le plaisir. Je me suis souvent demandé d'où ça vient le bonheur que j'ai lorsque je lis vos livres. Je vous disais qu'en général, je les ai lus en anglais, et là, j'ai feuilleté aussi les traductions françaises. Et je me suis dit, ça vient avant tout de cette impression de fraîcheur, parce que vous avez une manière limpide d'écrire. Je ne dis pas clair, parce que la clarté nous amène toujours à quelque chose de rigide, de trop français, mais cette manière limpide. Et vous avez cette manière d'éviter toujours ce qui est un peu la plaie de la professionnalisation des études, à savoir les jargons. Les jargons ont toujours quelque chose de dogmatique, et vous évitez toujours tout dogmatisme. Fraîcheur aussi par la composition. Et je dirais que la composition de ce que vous écrivez est exactement la composition des essais. On parle souvent, en parlant de vous, de Borges évidemment, mais j'ai envie un peu de vous relier à Montaigne, que vous aimez tellement. Et justement, à cause de la fraîcheur de cette forme de l'essai, que vous renouvelez à une époque où l'essai est devenu plutôt rigide, plutôt tristouné, plutôt trop académique ou trop banalement journalistique. L'essai chez vous
à cette grande liberté qu'on trouve chez Montaigne, à savoir la possibilité de relier ce qui semble d'ordre différent et inconciliable. Il y a quelque chose qui relève du récit de l'histoire de l'Antiquité, de l'histoire contemporaine, de l'histoire de la Renaissance, des histoires à travers les époques les plus différentes. Il y a quelque chose qui relève de la maxime, de la pensée profonde. Il y a quelque chose qui relève de la subjectivité, du moi, mais un moi qui n'a rien du moi égoïste et égotiste, comme dirait Stendhal, mais un moi qui est le moi de l'expérience et de l'expérimentation. Cette expérience et expérimentation que vous vivez et que vous nous faites vivre, voilà le bonheur de vos livres, dans ces voyages à travers la littérature. Et je voudrais vraiment utiliser le terme de littérature dans son sens le plus ample. La littérature comme fiction, la littérature comme texte philosophique, la littérature comme texte théologique, la littérature comme texte scientifique. Tout est littérature. Et dans votre fraîcheur, dans la fraîcheur de vos essais, qui me font penser non seulement aux essais de Montaigne, mais aussi aux essais de William Hazlitt, il y a une érudition immense qui est toujours légère, qui n'est jamais épineuse. Et cette érudition, nous la vivons à travers non seulement les références et les récits et les résumés que parfois vous faites des œuvres en donnant des informations très précises, comme Gilgamesh, et on ne voit cette beauté de vos références par, je dirais, ces perles qui sont les citations. Nous, littéraires, nous aimons beaucoup les citations. Et si vous voulez, nous pensons par citation, pour deux raisons. L'un, parce que la citation, c'est comme un petit bout de livre que nous amenons avec nous, avec les lectures, après les lectures, pendant les lectures. Et la citation est aussi la possibilité de déclencher une pensée, de s'arrêter sur une pensée et de continuer l'enquête sur cette pensée. Fraîcheur, liberté. Je voudrais aussi reprendre ce terme que vous utilisez très souvent et que vous utilisez dans deux sens. Non seulement la liberté du voyageur, la liberté de celui qui fréquente les bibliothèques le jour et la nuit, mais aussi la liberté dans le sens où la littérature réclame la liberté. Et vous avez souvent parlé de la force de vérité de la littérature et du journalisme, que j'inclus aussi dans la littérature. Je me souviens d'un essai, il me semble, où vous parlez de Dink et de son assassinat en 2007, ce journaliste turc arménien qui a été tué par un jeune nationaliste turc de 17 ans, je crois, si je me souviens. Et voilà comment cette pensée de la liberté, de la force de la littérature qui réclame la liberté et la justice va à travers des siècles différents. Vous commencez par un contemporain, vous retrouvez Socrate et vous retrouvez la force du Quichotte. La grandeur de vos essais est aussi celle même de la littérature, à laquelle vous redonnez toutes ces forces. La force esthétique, qui est la force aussi de la beauté d'un mot, de la beauté des consonnes, des voyelles que nous entendons dans des textes ou certains textes, et aussi la force éthique ou politique, celle que je viens d'annoncer, mais aussi la force cognitive. La littérature est un puissant moyen de connaissance. Et une des émotions desquelles vous parlez, ou des valeurs desquelles vous parlez souvent, même dans un livre tout entier, est la curiosité. La curiosité qui est cette première grande émotion philosophique dont parlent Aristote et Platon, et la curiosité qui est ce fil, ce quelque chose qui nous tient liés à ce qui est une caractéristique infinie de la littérature, à savoir
la possibilité de produire des histoires, la possibilité de nous agencer par notre libido du récit. Et je suis certaine qu'avec Scheherazade, nous allons entrer dans cette méthode. Un dernier mot, on parle beaucoup de livres, et il y a des grands écrivains ou poètes comme Mallarmé qui ont parlé du livre. Et c'est une force abstraite, incorporelle. Mais chez vous, le livre, et ceci qui est magnifique, les livres a toutes les possibilités concrètes. Non seulement les pages, non seulement les méthodes les plus contemporaines. Et là, vous refusez encore une fois, dans votre non-dogmatisme, les stéréotypes d'aujourd'hui qui, d'un côté, disent que, hélas, on a perdu le livre, de l'autre côté, disent que désormais la révolution technologique est entamée et on ne retournera jamais en arrière. Vous savez très bien que tous les types de lecture cohabitent. Vous savez très bien qu'une chose ne chassera pas cela, mais que nous vivons dans cet infini qui est l'infini du livre et de la lecture. Je vous remercie, nous vous remercions d'être ici avec nous ce soir. Bonsoir. Chère Madame, j'espère un jour mériter vos mots. Vous me voyez pas rougir, pourtant je rougis. Quand on m'a demandé de vous parler des pouvoirs de la fiction face à tout ce qui se passe dans le monde irréel, j'ai pensé immédiatement à Scheherazade, cette habile fileuse de mots. Après la certitude d'être né, notre seule autre certitude est celle de la mort. L'espace entre ces deux points bascule entre rêve et réalité. La mort est certes inévitable, mais elle peut être reportée, comme le prouve l'histoire qui sert de cadre au monde inépuisable de 1001 nuits. C'est une histoire bien connue. Le roi condamne à mort ses épouses d'une nuit jusqu'à que Scheherazade, la très habile fille du vizir, demande à épouser le roi, et l'heure de l'exécution venue, elle commence à raconter une histoire à sa sœur. L'aube arrive et l'histoire n'est pas encore finie. Le roi, anxieux de connaître la fin, lui concède un répit d'1 jour. De cette façon, Scheherazade gagne 1 jour, nuit après nuit, et au bout de 1001 nuits, après avoir donné des fils au roi, Scheherazade aura la vie sauve. Le livre ne nous dit pas comment Scheherazade et son roi finirent leur jour, mais les lecteurs comprennent que la fiction peut vaincre la mort. Les pouvoirs de la fiction sont nombreux et formidables. C'est pour ça peut-être que toute personne au pouvoir a peur de ce que les poètes, les écrivains font. Horace déjà disait que maintes sont les rois, les empereurs qui ont régné. Et s'ils n'avaient pas des poètes qui leur dédiaient un poème, personne ne connaît ces noms. L'histoire dépend des mots des poètes. Voici un exemple. Pour des raisons encore mystérieuses et qui peut-être paraîtraient banales si elles étaient révélées,
En 8 de notre ère, le poète Publius Ovidius Naso fut banni de Rome par l'empereur Auguste. Ovide, ces 3 noms ramenés à un seul par des siècles de lecteurs assidus, finit ses jours dans un village perdu de la côte ouest de la mer Noire, dans une contrée qui fut plus tard bulgare et aujourd'hui roumaine, se languissant de sa terre natale. Il avait vécu au sein de l'Empire, ce qui en ce temps-là voulait dire le monde. Être banni, c'était pour Ovide sentence de mort, car il ne pouvait concevoir la vie ailleurs que dans sa Rome bien-aimée. À en croire Ovide lui-même, la cause de ce châtiment impérial trouvait sa racine dans un poème. Nous ignorons ce qu'étaient les mots de ce poème, mais leur pouvoir était suffisant pour faire peur à un roi. Depuis la nuit des temps, nous savons que les mots sont des dangereuses créatures. À Babylone, en Égypte, dans la Grèce antique, celui qui était capable d'inventer et de transcrire des mots, le scribe, celui que les anglo-saxons appelaient le faiseur, the maker, était considéré comme aimé des dieux, un élu à qui on avait conféré le don d'écrire. En Irlande au Moyen-Âge, on croyait que certains poètes pouvaient rimer les rats à mort. C'est-à-dire, s'il y avait une invasion de rats, on appelait un poète pour qu'il lise un poème, et ce poème pouvait tuer la vermine. Selon Socrate, l'art d'écrire était la création du dieu égyptien Thoth, lequel avait aussi inventé les mathématiques, l'astronomie, le jeu d'échecs et les dés. En offrant au pharaon son invention, Thoth avait expliqué que sa découverte apportait une méthode pour la mémoire et la sagesse. Mais le pharaon n'était pas convaincu. Ce que tu as découvert, disait-il, n'est pas une méthode pour la mémoire, mais une aide à se remémorer. Et ce que tu offres à tes disciples n'est pas la vraie sagesse, mais uniquement son apparence, car en leur parlant de nombre de sujets sans les leur enseigner, tu leur donneras l'illusion de savoir beaucoup, alors que pour la plupart, ils ne savent rien et qu'ils sont remplis non de sagesse, mais de l'affectation de sagesse. Déjà, Sénèque disait, en montrant sa bibliothèque, que l'accumulation de livres n'était pas la sagesse. C'était tout simplement une accumulation. Nous le savons, nous lecteurs, les livres, il faut les lire. Depuis lors, écrivains et lecteurs débattent sur cette question. La littérature a-t-elle un véritable effet sur une société quelle qu'elle soit? En d'autres termes, la littérature joue-t-elle un rôle dans la formation du citoyen? Certains, en accord avec le dieu égyptien, croient que nous pouvons apprendre de la littérature en partageant l'expérience de nos prédécesseurs, en nous faisant bénéficier de la mémoire de siècles de connaissances, et comme ça, elle nous rend sages. D'autres, prenant la partie du pharaon, disent avec W.H. Auden, « Poetry makes nothing happen » la poésie est sans effet, que la mémoire conservée dans l'écriture n'inspire pas la sagesse, que nous n'apprenons rien du mot imaginé,
et que tout temps d'adversité est la preuve de l'échec de l'écriture. La réalité de la littérature, qui au bout de compte contient le peu de sagesse qui nous est impartie, est intimement ambiguë, fragmentée, toujours mouvante et ne prend jamais complètement le parti de personne, si héroïque que paraisse le personnage. Je pense que la seule littérature, les seuls écrits proprement finis, complets, qui définissent le personnage sont les mauvais romans, la mauvaise littérature, celle qui n'est que surface, dans laquelle le lecteur ne peut pas entrer. Il n'y a pas un seul resquisse dans ces textes, le texte de Paulo Coelho par exemple. On ne peut que le lire une seule fois et encore avec quel effort. Dans notre connaissance littéraire du monde, nous sentons intuitivement que même Dieu n'est pas inattaquable. Il y a un très beau livre qui s'appelle « Dieu, une biographie » qui fait le parcours du personnage Dieu du début de la Genèse jusqu'à la fin du Nouveau Testament. C'est un personnage qui évolue d'une façon très intéressante. Beaucoup moins encore que nos chers Andromaque, Parsifal, Alice, Candide, Bartleby, Gregor Samsa, Alonso Quijano. Nous le savons, c'est souvent un personnage de fiction qui fait découvrir à ses lecteurs la vérité des mots avec lesquels Cervantes loue l'auteur arabe supposé de son histoire, qui est un personnage. Cervantes est un personnage de fiction. L'auteur arabe à qui il attribue le Quichotte est aussi une fiction, et le Quichotte, naturellement, est une fiction, mais c'est la fiction la plus réelle de toutes. Cervantes écrit ceci dans le mot de l'auteur arabe. Le livre dépeint des pensées, met au jour des chimères, répond à des questions muettes, clarifie des doutes, résout des disputes et finalement révèle les atomes même du désir les plus mus par la curiosité. En temps de crise, qu'elle soit réelle ou fictive, pratiquement tout livre, tout vrai livre, peut également réaliser tout cela pour nous. C'est en cela qui doit résider notre espoir. Comme vous le savez, les guides touristiques invitent à parcourir les rudes chemins d'Ulysse et de Don Quichotte. De vétustes édifices abritent l'alcôve de Desdémone et le balcon de Juliette. Une bourgade colombienne prétend être le véritable Macondo de Aureliano Buendía et l'île Juan Fernández se vante d'avoir accueilli quelques siècles plus tôt Robinson Crusoe, ce singulier impérialiste. Pendant des années, les services postaux britanniques ont dû s'occuper de la correspondance destinée à Sir Sherlock Holmes, à l'adresse de 221B Baker Street, tandis que ces 100 cœurs de Dickens recevaient d'innombrables lettres d'injures pour avoir fait mourir la petite Nell dans un des derniers épisodes du magasin d'antiquités. Oscar Wilde, lisant cette mort, disait qu'il fallait avoir un cœur de pierre pour ne pas rire à la mort de Little Nell. La biologie affirme que nous sommes des descendants d'êtres de chair et d'os, mais nous savons intimement des enfants de l'encre et du papier. Les lecteurs du monde entier disent vénérer les ombres de Cervantes et de Shakespeare, mais celles-ci, immortalisées en portraits imaginaires et solennels, sont moins tangibles que celles de leurs
immortelle créature. Nous connaissons les passions complexes de Didon et de Don Juan beaucoup mieux que la vie intime de Virgile et de Molière, sauf si elle nous est révélée par Dante ou Bulgakov. Nous autres lecteurs le savons depuis toujours. Les songes de la fiction engendrent les vérités de notre monde. Quand nous parcourons le monde, parce que nous sommes tous nomades, le monde que nous parcourons est imaginaire. Nous ne traversons pas Venise, mais nous traversons la Venise de Henry James et de Byron. Nous n'allons pas en Colombie, nous allons au pays de Garcia Marquez. Nous visitons Paris, mais nous visitons non le Paris de pierre et de fer, mais le Paris de Nerval, de Balzac. Nos géographies véritables sont imaginaires. Dante le savait, lui qui savait tout. Et c'est pour cela qu'il a mis le poids de la fiction sur le personnage fictif de Virgile plutôt que sur le personnage fictif d'Énée, puisqu'il savait que sans ce geste, le Virgile de la comédie serait non pas une présence réelle, mais seulement un faible fantôme issu de l'histoire de la littérature. Dans le deuxième chant de l'enfer, après avoir franchi la terrible porte où l'on abandonne toute espérance, Virgile montre à Dante le noble château qui abrite les âmes des justes nés avant la venue du Christ. Parmi les hommes et les femmes, aux yeux lents et graves qu'ils s'y trouvent, Dante reconnaît Énée, le héros rêvé par Virgile, et ne lui consacre que 2 mots, Edenea. Dante semble comprendre que s'il doit concéder à Virgile la complexe réalité requise par un des 3 personnages principaux de la comédie, le personnage imaginé ne peut avoir le même poids que celui qu'il a imaginé. Énée existe, mais comme une ombre moins que fugace, tandis que Virgile devienne non pas l'auteur de l'Énéide, mais un mémorable rêve de Dante pour faire face au monde réel. Il y a une autre scène merveilleuse, parmi tant de scènes merveilleuses dans la comédie, qui se passe au début du Purgatoire. Quand Dante est sur la plage du monde Purgatoire avec Virgile, ils sont issus de l'enfer, et ils voient arriver le navire des âmes, qui a les âmes qui sont déjà sauves et qui vont monter le monde purgatoire. Et ça arrive guidé par un ange d'ailes blanches. Et les âmes débarquent sur la plage et Dante reconnaît parmi ces âmes son ami Casella, le musicien qu'il avait connu à Florence quand ils étaient tous les 2 jeunes. Et il voit Casella et il ne peut pas s'empêcher d'essayer de l'embrasser. Mais Casella est un âme, est une ombre. Donc Dante n'attrape rien que de l'air. Et ému, il demande à Casella de lui chanter, comme dans le temps. Et Casella, parmi les âmes nouvelles arrivées, et Virgile, se met à chanter, et il se met à chanter une chanson avec les lettres des Dante, un poème qui Dante avait composé. Et donc là, sur la plage, la belle voix de Casella s'élève, et le gardien du purgatoire, Caton, arrive en courant et il dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes ici au moment le plus important de votre vie, votre âme est sauve, ces âmes qui doivent grimper pour purger au monde purgatoire, pour accéder au paradis qu'il leur a promis, et ils restent ici entendre une chanson. » Donc les âmes s'éparpillent comme des oiseaux, Virgile et à honte, mais le lecteur comprend que Dante nous dit que même dans les moments les plus
plus essentiel de notre vie. Là où notre âme sera sauvée, l'art, une chanson, un poème est plus important. On s'arrête pour l'entendre. Il est vrai que, confrontés à la stupidité aveugle avec laquelle nous nous efforçons de détruire notre planète, l'acharnement avec lequel nous infligeons la souffrance et l'infligeons aux autres, l'étendue de notre avarice, de notre couardise, de notre convoitise, de l'arrogance avec laquelle nous nous pavanons parmi nos semblables, il est difficile de croire que la littérature ou toute autre forme d'art, à vrai dire, puisse nous enseigner quoi que ce soit. Toutefois, en un sens du moins, toute littérature est action sociale, parce qu'elle est mémoire. La littérature est mémoire. Toute littérature conserve et protège quelque chose qui autrement disparaîtrait avec la chair et les os de l'écrivain. Lire, c'est peut-être revendiquer le droit à cette immortalité humaine, parce que la mémoire de l'écriture englobe tout et ne connaît pas de limites. Pris individuellement, les hommes ne peuvent que se souvenir que de peu, même des mémoires hors normes comme celle de Cyrus, roi des Perses, qui pouvait appeler chacun de ses soldats par son nom, ne sont rien comparés aux innombrables volumes qui remplissent nos bibliothèques, qui sont nos mémoires. Nos livres sont les registres de nos histoires, de nos épiphanies comme de nos atrocités. En ce sens, toute littérature est testimoniale. Mais parmi les témoignages se trouvent des réflexions sur ces épiphanies et ces atrocités, des mots qui offrent ces épiphanies en partage et des mots qui entourent et dénoncent les atrocités afin qu'il ne leur soit plus permis de se reproduire en silence. Il nous rappelle qu'il est des choses meilleures, nous parle d'espoir, de consolation, de compassion, et nous laisse entendre que nous sommes capables tous de ces choses-là aussi. Nous n'atteignons pas tous ces buts et nous n'en atteignons aucun de façon permanente. Mais la littérature nous rappelle qu'elles existent, ces qualités humaines, succédant à l'horreur aussi assurément que la naissance succède à la mort. Elles aussi nous définissent. Certes, la littérature n'a pas le pouvoir de sauver quiconque de l'injustice, de la tentation de cupidité ou des misères du pouvoir. Mais il doit y avoir en elle quelque chose de dangereusement efficace si chaque dictateur, chaque régime totalitaire essaye de s'en débarrasser en brûlant les livres, en les interdisant, en pratiquant la censure, en les taxant, en soutenant du bout des lèvres la cause de l'aptitude à la lecture, en insinuant que lire est une activité purement élitiste. William Blake, parlant de Napoléon dans un discours public, tenait ces propos. « Apprenons à Bonaparte et à tous ceux que cela concerne que ce ne sont pas les arts qui suivent et servent l'Empire, mais l'Empire qui sert et suit les arts. » Napoléon n'écoutait pas alors, et le petit Napoléon de nos jours n'écoute pas non plus. En dépit des milliers d'années d'expérience, les Napoléons de ce monde n'ont pas appris que leur méthode, en fin de compte, demeure sans effet et que l'imagination littéraire ne saurait être annihilée
parce que c'est cette imagination-là, et non celle de la cupidité, qui est la réalité durable. Auguste a bien pu exiler Ovide parce qu'il savait, et il est probable qu'il ne se trompait pas, que quelque chose dans l'œuvre du poète l'accusait. Chaque jour, quelque part dans le monde, quelqu'un tente, parfois avec succès, d'étouffer un livre qui, ouvertement ou non, sonne l'alarme. Et l'un après l'autre des empires s'écroulent et la littérature continue. En fin de compte, les mythes que les écrivains et leurs lecteurs inventent, au sens étymologique de découvrir, inventé dans le sens de découvrir, ce mythe perdure parce qu'ils sont le monde réel révélé sous son vrai nom. Le reste, comme nous devrions le savoir maintenant, n'est que ombre sans substance, matière à cauchemar qui disparaîtra sans laisser de traces au petit matin. Dans la seconde partie du Don Quichotte, le duc dit à Sancho qu'en tant que gouverneur de l'île de Barataria, une île fictive qu'on lui a promis, il doit endosser l'habit mi-homme de lettres, mi-capitaine, parce que dans cette île que je te remets, les armes sont aussi nécessaires que les lettres, et les lettres aussi nécessaires que les armes. En prononçant ces mots, le duc non seulement réfute la dichotomie classique, mais encore définit les obligations de chaque gouverneur si nous donnons à l'un le sens d'action, les armes comme action, et à l'autre le sens de réflexion, les livres comme réflexion. Nos actions doivent trouver justification dans notre littérature et notre littérature doit témoigner de nos actions. Par conséquent, agir en citoyen en temps de paix comme en temps de guerre, comme Scheherazade l'avait compris, s'inscrit dans le prolongement de nos lectures, puisque nos histoires offrent la possibilité de nous guider dans l'exploration de l'expérience et de la connaissance d'autrui, nous donnant d'un futur incertain l'intuition et d'un passé humiliable la leçon. Pour l'essentiel, nous n'avons pas changé depuis les débuts de nos histoires. Nous sommes les mêmes primates qu'il y a quelques millions d'années découvrirent dans un morceau de roche ou de bois des instruments de guerre, tandis qu'en même temps, ils imprimaient sur les murs des cavernes des scènes bucoliques de la vie quotidienne et la paume révélatrice de leurs mains. Nous sommes comme le jeune Alexandre qui, d'une part, rêvait de guerres de conquête sanglantes et de l'autre avait toujours sur lui les œuvres d'Homère décrivant les souffrances de la guerre et la nostalgie d'Ithaque. Je pense à cette scène finale de l'Iliade que je crois est une des plus émouvantes de toute la littérature, presque à la fin, où le vieux roi Priam approche l'assassin de son fils Achille pour lui demander son corps. Et Achille voit approcher le père de celui qui a tué son ami Hector. Et l'un voit l'autre et tout à coup, il y a une transformation. Le vieux Priam ne voit plus l'assassin de son fils, mais voit un jeune homme qui lui rappelle son fils. Il se met à pleurer. Et le jeune Achille ne voit plus le père de l'assassin de son ami, mais il voit l'image de son vieux père,
laissé à la distance, qu'il ne reverra peut-être plus jamais, et il se met à pleurer. Et les deux hommes, censés être ennemis, tombent l'un dans les bras de l'autre et pleurent ensemble. Tout comme les Grecs, nous nous laissons gouverner par des individus avides et malades pour qui la mort ne compte pas puisqu'elle n'arrive qu'aux autres. Et livre après livre, nous essayons d'exprimer notre conviction profonde qu'il ne devrait pas en être ainsi. Tous nos actes, même les actes amoureux, sont violents. Et tous nos arts, même ceux qui décrivent de tels actes, contredisent cette violence. Notre monde existe dans la tension entre ces deux états. C'est là la méthode de Scheherazade. De nos jours, alors que nous assistons à des guerres absurdes qui nous sont imposées par un désir moins par un désir de justice que par la convoitise économique, nos livres peuvent peut-être nous aider à nous rappeler que la différence entre le bien et le mal, le juste et l'injuste, eux et nous, est beaucoup moins nette que les discours politiques veulent bien le faire apparaître. La réalité de la littérature, qui au bout du compte contient le peu de sagesse qui nous est impartie, est intimement ambiguë. Elle existe dans le vaste spectre de tons et de couleurs, et elle est fragmentée, elle est toujours fluide, sans jamais prendre complètement le parti de personne, si héroïque que paraisse le personnage. Et pourtant, en même temps, l'ambiguïté essentielle de la littérature n'est ni arbitraire ni confuse. Enracinés dans leur histoire, les personnages de fiction ne se contentent pas, cependant, des limites qui leur imposent la couverture d'un livre. Hamlet naît déjà jeune homme derrière les remparts d'Elsinore et succombe au milieu d'un tas de cadavres dans une salle lugubre du château. Mais des générations de lecteurs ont hérité des événements de son enfance freudienne et de leurs successives et inédites transformations politiques. Le petit poussé a grandi. Hélène s'est mise du botox. Rastignac travaille au Crédit Agricole. Scheherazade travaille à la radio. Kim a été recruté par le ministère britannique des Relations extérieures et la princesse de Clèves a été obligée de faire la queue à Pôle emploi. Mais à la différence de leurs lecteurs qui vieillissent et ne redeviennent jamais jeunes, les personnages imaginaires sont en même temps ce qu'ils étaient quand nous les avons découverts et ce qu'ils sont devenus sous l'effet de nouvelles lectures. Tout personnage se reconnaît dans Protée, ce dieu de la mer à qui Poséidon a accordé le pouvoir de se transformer en n'importe quelle forme de l'univers. Mais tous les personnages de la littérature ne sont pas nos compagnons. Nous ne suivons dans la vie que ceux que nous aimons le plus. Dans mon cas, si vous me permettez de me rapporter à mes lectures, les problèmes de Emma Woodhouse et de Mathilde La Mole ne sont pas les miens. Je me sens plus proche du capitaine Nemo et du mélancolique Monsieur Test. Je suis plus intime avec beaucoup d'autres. Le nommé Jeudi de Chesterton, qui mystérieusement m'aide à survivre à l'absurdité de chaque jour de la semaine. Priam, comme
que je vous l'ai expliqué, m'apprend à pleurer la mort des amis plus jeunes et Achille, celle de mes chers aînés. Le petit chaperon rouge me guide à travers des forêts obscures de cette vie où les loups guettent. L'ami de Sancho, l'exilé Ricote, me permet de comprendre quelque chose à l'infamie des préjugés, et tant d'autres encore. Les nouvelles technologies nous proposent l'amitié de centaines de milliers d'êtres, peut-être ou peut-être pas inventés. Ces relations volatiles des vrais, nous disent les grandes entreprises commerciales, suffirent à notre bonheur. Cependant, malgré leur puissante insistance, ces amis virtuels ne sont pas ceux qui nous accompagnent dans notre solitude. Nous pouvons échanger avec eux des inlassables bagatelles, mais si nous sommes des lecteurs, ce ne sont pas les habitants de Facebook qui nous éclairent, nous préviennent, nous consolent. Celle qui nous console encore et toujours, c'est Scheherazade et sa méthode. Je finis avec ceci. Dans mon enfance, mes compagnons de jeu étaient Alice et Pinocchio, Sandokan et Fantômas. Aujourd'hui, les enfants jouent avec Harry Potter et les monstres de Maurice Sendak. Tous ces personnages sont si fidèles que peu leur importent nos maladies et nos faiblesses. Aujourd'hui que mes os me permettent à peine d'atteindre les livres des étagères plus basses, Sandokan continue à m'appeler à l'aventure et Fantômas m'incite encore à me venger des brutes. Tandis que Alice, avec beaucoup de patience, me raconte de nouveau le monde à travers ce miroir qu'à mon tour, je serai sans doute amené à traverser sous peu. Et Pinocchio me demande inlassablement pourquoi il ne suffit pas d'être appliqué et honnête pour être heureux. Et moi, comme il y a si longtemps, je n'ai toujours pas de réponse. Mais je ne renonce pas à la trouver un jour. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette belle conférence, de ce beau voyage. Je retiens surtout deux moments qui me sont très chers aussi, à savoir le moment où Dante raconte les faits de cette chanson et les âmes s'éparpillent pour rester là et l'écouter, et ce moment magnifique de la fin de l'Iliade, entre Priam et Achille, que vous avez décrit si bien. Mais quelle sagesse que de ne pas faire la distinction au moment crucial du poème entre victime et bourreau. Ouais. Incroyable. Ouais. Et c'est peut-être, je me demandais, vous avez parlé d'une ambiguïté de la littérature. Oui, oui. Et peut-être, là, ça me semble que c'est une résolution des ambiguïtés, justement, parce que ça propose cette infiltration de la victime et du bourreau. Oui, je pense que je ne sais pas si c'est volontaire dans l'acte littéraire. Nous travaillons avec un instrument qui est très faible, qui est le langage, qui ne dit jamais ce que nous voulons qu'il dise. Nous cherchons des mots pour nous exprimer et nous ne trouvons jamais ce mot juste, pour citer Flaubert.
Chesterton disait que à chaque fois que nous disons à quelqu'un « dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce que tu crois », nous voulons dire que de l'intérieur du sein intime d'un boursier quelconque puisse sortir de grognements et des bruits qui dénotent tous les feux de la passion et toute l'angoisse de la mémoire. Évidemment, ce n'est jamais possible. Mais en même temps, quand quelqu'un qui a le génie poétique construit un poème comme Dante, l'ambiguïté qui est née de cette faiblesse du langage fait que dans l'œuvre, aussi parfaite qu'elle puisse sembler, il reste des creux, des ouvertures, des petites fenêtres par lesquelles le lecteur peut imaginer un monde plus parfait. Barthes parlait de l'érotique comme l'endroit où les vêtements bâillent. C'est ce petit côté qui montre un petit bout de chair. Et je pense que dans la littérature, la meilleure littérature, il y a certains moments où le texte bâille et là, nous pouvons entrer et trouver notre jouissance. Vous me faites penser aussi à ce moment magnifique dans un des écrits esthétiques de Baudelaire, lorsqu'il parle de Delacroix, il fait la différence entre Victor Hugo et Delacroix. Le mauvais romancier, comme vous diriez, qui nous dit tout du personnage, qui fige ce personnage, et en revanche, Delacroix, le peintre, qui est quand même poète et qui laisse ces petits trous, qui sont la possibilité de l'imagination. Hugo était très conscient de ça. Il dit dans un moment de contemplation quelque chose comme une parole peut sortir du puits farouche. Ne la demande pas. Si le puits est la bouche, si l'abîme est la bouche, ô Dieu, quelle est donc que la voix? Alors, avant de donner la parole à notre public, je voudrais aussi revoir dans ce que vous venez de nous dire cette force dont vous parlez souvent dans vos livres, la force de la lecture et la force d'une conversation avec des êtres, des lieux, des situations qui sont des situations du passé et qui peuvent ressembler ou ne pas ressembler à des situations contemporaines et qui développent non seulement notre sens de la réalité, puisque la littérature nous rapproche de la réalité, non seulement notre sens du possible, puisque la littérature ouvre des mondes possibles que nous ne connaissons pas, mais aussi, c'est quelque chose, je pense, à laquelle vous tenez, notre sens de l'impossible, c'est-à-dire la force d'espérer, d'avoir de l'espoir, même lorsque l'on voit que l'espoir tombe, mais il faut continuer. Et peut-être cette continuation-là, c'est véritablement la méthode de Scheherazade. Vous disiez tout à l'heure que nous pensons en citation. Et c'est vrai, parce que ce que vous dites me fait penser à 3-4 citations qui correspondent, qui emplissent cette pensée. D'un côté, sur l'espoir, l'idée que l'espoir existe toujours. Kafka, dans une discussion avec Max Brod, il était toujours pessimiste. À un moment donné, Max Brod s'impatiente et lui dit « Mais si tu dis ça, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir. » Et Kafka, avec un gros sourire, lui dit « Non, de l'espoir, il y en a, mais pas pour nous. » Et de l'autre côté, c'est une sorte de réponse à ça, c'est le mot de Beckett, c'est échouer, essayer de nouveau,
échouer meilleur. Ouais. Fail better. Oui. Et peut-être ce que vous appelez l'ambiguïté de la littérature, c'est justement cette possibilité de ne pas offrir une vision à la Hobbes, genre la race humaine est méchante, ni une vision édulcorée où tous les hommes seraient bons, de nous montrer cet entrelacement. Je pense que nous savons combien c'est important, surtout quand nous vivons des moments de crise comme aujourd'hui, devant une figure comme Trump, par exemple. Il n'aide à rien de l'appeler un monstre, de l'appeler un fou. C'est une pensée paresseuse que la littérature ne permet pas. Si Trump était un personnage de fiction, nous pourrions peut-être nous approcher à une compréhension de lui. Comme on le fait, Michel citait hier le fait que 1984 est devenu un best-seller maintenant parce que les gens essayent de trouver dans la littérature un miroir de ce qui se passe. Mais plus efficace serait le roman de Philip Roth sur le plot against America, qui fait le portrait d'une Amérique comme celle, à peu près, comme celle que nous voyons aujourd'hui. Je ne sais pas si à partir de la lecture d'une fiction, nous pouvons développer une stratégie de combattre l'injustice, l'absurdité, la folie, mais au moins ça peut nous servir comme une petite consolation que de comprendre un peu mieux la situation. Je ne connais pas un cas d'un poème ou d'un roman qui ait servi vraiment à établir un monde meilleur. Mais dans le monde que nous souffrons, la littérature peut nous aider à supporter l'angoisse et la souffrance d'une façon un peu plus légère. Et par deux raisons. D'un côté, parce qu'elle décrit merveilleusement et terriblement les angoisses et les souffrances. De l'autre côté, parce qu'elle nous offre quand même l'ironie, une ironie, je dirais, pas socratique, l'ironie de Shaftesbury, cette ironie qui a un regard sur tous les événements humains. Ou socratique dans le sens qu'elle n'aboutit pas à quelconque solution. La chose merveilleuse dans les dialogues de Platon, c'est qu'on n'arrive pas à une conclusion. C'est une discussion ouverte, c'est une causerie, on se trompe, on abandonne un argument, on s'amuse, on poursuit une chose importante, comme l'idée de justice, mais on n'arrive jamais à une définition cabale de ce terme. Donc peut-être la littérature nous offre des miroirs obscurs de notre réalité. Comme disait saint Paul, maintenant nous voyons d'une façon ombragée, mais après nous verrons clairement. Je ne sais pas si ce jour d'après arrivera. Il y a toujours l'espoir pour les autres. Je suis sûre certaine que le public a envie de converser avec vous. Donc, oui, ici, il y a... Merci. Bonsoir. 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 Alors, en vous écoutant, cherché mes mots et mon histoire, car ce qu'on raconte, c'est une histoire. Lors d'un séjour particulier à Lyon, il y a plusieurs mois, avec une personne qui m'est très chère, assis à une table, deux Anglais entrent. Et nous parlâmes un petit peu.
Et soudain, évidemment, avec 2 Anglais, de quoi on parle? De littérature, et bien sûr d'acteur, Jean Reno. Et à ce même moment, Jean Reno rentre dans le restaurant. Ébahi, parce que je parle de quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui rentre dans le restaurant au moment où j'en parle. Eh bien, à ce moment-là, j'ai réalisé la chance que j'avais d'être assis dans ce restaurant. Ici, nous avons 3 magnifiques mots: résister, écrire, imaginer. J'espère qu'aussi dure la chose que peut-être vous êtes en train de vivre, pour une raison ou pour une autre, eh bien, aussi belle soit-elle. Et c'est exactement ce qui m'arrive aujourd'hui. Et j'ai la chance, tout comme vous, en tout cas pour ma part, au détour d'un détour, pu rentrer dans cet auditoire et vous écouter. Votre critique, votre sens acerbe, votre vision est fascinante. Et vous êtes, pour ma part, encore une fois, le professeur dont j'aurais tant aimé être l'élève. Élève rebelle, oh oui, je l'étais. Cherchant dans la littérature, et ce à de nombreuses reprises, cette petite chose dont vous décrivez avec une aisance particulière, cette petite chose où, à un moment donné, on peut s'immiscer dans un livre, dans une histoire, ce moment érotique, finalement, un peu comme ce que vous avez dit tout à l'heure, cette belle métaphore je n'ai plus vos mots exacts, mais je suis sûr que vous voyez où je veux en venir. Alors voilà, c'est simplement ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire merci. Merci de nous faire rêver, voyager, et revenir vers quelque chose de beau. Et parce que la littérature est magnifique. La littérature est un voyage, la littérature est un exutoire, la littérature est... Et je pense que, hormis évidemment les livres où l'on reste en surface, un vrai livre, du haut de mes 26 ans, je dis ça, est un passeport, est un billet d'avion pour une destination qui nous est propre à chacun. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Merci, monsieur. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. On a toujours envie d'entendre des éloges de la littérature. Elle le mérite, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions? Oui, là-bas. Merci. Je voulais savoir si pour vous, c'est plus important pour un grand auteur l'imagination, sa propre imagination qui est mise dans les livres, ou la capacité de susciter l'imagination du lecteur, et pour un écrivain et aussi pour un poète. Merci. Votre question porte sur ce qui marche en littérature, pour ainsi dire. Si c'est l'imagination de l'écrivain, du poète, ou c'est le fait que ça déclenche l'imagination du lecteur. Somerset Maugham, quand on lui a posé la question de qu'est-ce qui faisait un bon roman, il a répondu que pour écrire un bon roman qui a l'effet que vous décrivez, il y avait 3 règles. Et il ajoutait, malheureusement, personne ne les connaît. Ça peut se passer de tellement de manières différentes. Nous ne pouvons pas savoir, par exemple, qu'est-ce que le poète qui a écrit, ou les poètes qui ont écrit l'épopée de Gilgamesh avaient en tête, s'ils voulaient écrire un texte religieux ou historique, une chronique qu'ils croyaient vraie, ou un poème inventé de leur imagination. Mais je pense que peu importe ce qui
est important, c'est le fait sur le lecteur. Si vous demandez aujourd'hui à n'importe quel écrivain, cet écrivain va vous répondre que naturellement son œuvre est un chef-d'œuvre, qu'il veut être reconnu, lu et préservé pour les générations futures. Or, nous lecteurs, nous prenons tout ce qui est écrit et de tout ce qui est écrit, nous choisissons une œuvre, peut-être deux, et que nous ne prêtons aucune attention au plaidoyer que les auteurs peuvent faire. Nous n'écoutons pas le poète qui vous dit « J'ai mis mon cœur dans cette œuvre, elle est importante, elle saigne entre vos mains. » Ça nous est égal. Et ça nous est égal que l'écrivain, l'homme, la femme, est un personnage monstrueux dans la vie privée. Si nous lisons l'œuvre de Céline, à mon avis, c'est une des œuvres les plus importantes du XXe siècle. Et Voyage au bout de la nuit est un des 4 romans les plus importants qui comptent le plus pour moi de la littérature moderne. Et pourtant, je n'aurais pas aimé aller prendre un café avec Céline. Donc, pour répondre vraiment à votre question, je pense que ce qui est important, c'est que le texte déclenche dans l'imagination de son lecteur. Ça peut prendre très longtemps. Pour Melville, par exemple, ça a pris 1 ou 2 générations de lecteurs pour qu'ils apprennent, que nous apprenions comment lire Moby Dick. Mais si ça vaut la peine, ça arrive. Et c'est les lecteurs, seulement les lecteurs qui décident. Oui, madame. Ici. Juste un instant. Juste un instant, le micro. Une chose particulière m'a touchée dans votre conférence. Vous parlez de la littérature comme un aiguillon, mais aussi comme un pansement pour une société tout entière, pour les sociétés tout entières. La chose qui est très intéressante, c'est que les thérapies médicales utilisent la parole et donnent la parole aux malades pour que les malades se pincent et se soignent. Pourtant, cette parole-là est rarement destinée aux autres, car la vraie littérature demande au lecteur de se taire pour écouter une autre voix et entendre peut-être des choses différentes de celles qui sont écrites, mais pas sa propre voix. Et je trouve extrêmement intéressant ce va-et-vient entre une réflexion du collectif et une réflexion personnelle. Car finalement, cet acte thérapeutique est tout aussi valide pour l'individu que pour la collectivité, à condition que l'individu et la collectivité sachent se taire et écouter une voix qui les amène ailleurs et qui relativise les problèmes, les banalise, les rende finalement universels ou au contraire les monte en exemple définitif. Et je trouve extrêmement intéressant cet aller-retour entre qu'est-ce que vous proposez et là. Nous savons de façon scientifique qu'un enfant à qui l'on ne parle pas meurt. Plusieurs rois, notamment Frédéric II, a fait l'expériment pour savoir quelle est la première langue que l'être humain parle, et il avait mis des bébés qui étaient nourris et mis à l'abri par des personnes, mais ces personnes avaient l'instruction de ne pas leur parler. Tous ces bébés sont morts. Nous avons besoin de la parole parce que la parole nous rend humains.
la parole nous permet d'avoir une expérience à voix avant d'avoir l'expérience et de partager l'imaginaire, les mots de la tribu de Mallarmé. Mais en même temps, on apprend dans les histoires qu'on nous raconte qu'il y a toujours un dialogue. Il n'y a pas d'enfant qui écoute raconter une histoire qui n'intervienne pas, qui dit oui, mais alors comment ça se passe ceci, et moi, ah oui, mais le personnage est allé par là ou par ici. Parce que lecture et conversation, le lecteur ne s'était pas devant le texte. Il écrit sur les marges, il répond à l'auteur, il répond au personnage. Et c'est pour ça que Quevedo parlait de la lecture comme une conversation avec les morts. Et c'est pour ça que Dante donne la parole aux âmes dans l'au-delà, parce que l'Ancien Testament dit qu'au moment de la mort, nous perdons la parole. La définition de mort est celui qui a perdu la parole. Or, Dante redonne la parole pour que les âmes puissent s'exprimer, et il leur promet que si eux, ils lui racontent leur histoire, il va la raconter à son tour quand il rentrera sur Terre. Je pensais aussi, tandis que le micro circule, à ce moment magnifique dans Proust, dans le Contre Sainte-Beuve, qui par la suite deviendra le roman, où il dit, je fais une citation inexacte, mais les citations inexactes sont bonnes aussi, tous les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Lorsque je lis L'Ensorcelé de Barbé d'Aurevilly, je pense en Mantegna et je vois les couleurs de Botticelli. C'est sans doute pas ce que l'auteur avait en tête. Et sans doute, je fais un contresens. Mais mes contresens sont justifiés par les rapports qui existent dans le texte lui-même. Oui, tout à fait. Mais c'est là la matière avec laquelle le lecteur travaille. Et tout est traduction. Parce que nous transformons le texte que nous lisons en quelque chose qui a en partie notre expérience et en une autre partie la nouveauté que le texte nous apporte. Donc dans cette alchimie, il est quelque chose d'autre qui donne une sorte de modeste immortalité au texte. Borges disait que tout est brouillon, que quand l'écrivain écrit quelque chose et il continue à améliorer le texte, il n'y a pas un moment où le texte aboutit vraiment. Comme disait Valérie, un poème n'est jamais achevé mais abandonné. Et Borges disait que le concept d'œuvre définitive n'appartient qu'à la religion ou à la fatigue. D'autres questions, commentaires? Monsieur? Ah, pardon, je n'ai pas vu. Oui, c'est éblouissant. Vous avez fait l'éloge de la curiosité, alors pardonnez la mienne si je vous demande, après avoir dit que Le Voyage au bout de la nuit était un des 4 livres les plus essentiels de la littérature, quels sont les 3 autres à votre avis? Oui, on donne des chiffres comme ça, mais on sait qu'elles ne sont pas exactes. C'est toute la différence entre la littérature et la mathématique. Bon, si j'avais à choisir 4 romans essentiels de l'époque moderne, je dirais certainement
Voyage au bout de la nuit, je dirais l'Ulysse de Joyce, qui n'est pas original. Je dirais, qu'est-ce que je choisirais? Kafka, certainement, peut-être La Métamorphose, et Virginia Woolf. Vous pouvez choisir soit Au phare ou Mrs. Dalloway. Alors, tandis que peut-être une autre question au commentaire se prépare, je voudrais revenir sur cette question de l'œuvre inachevée. Il me semble qu'il y a néanmoins deux manières d'entendre cet inachèvement. Je dirais que l'une, elle est mystique, à la Mallarmé et à la Blanchot, oui. Et que l'autre, en revanche, elle est de l'ordre du plaisir. Elle oui. Est de l'ordre de cette intervention du lecteur et du plaisir aussi dans sa formule complexe. Ça peut être aussi un plaisir mélancolique de lire des morceaux d'œuvres qui nous rappellent des morceaux de notre vie, qui oui. nous rappellent des époques différentes. Est-ce que vous serez d'accord pour faire cette sorte de division? Parce que parfois le mysticisme, peut-être qu'il y a eu beaucoup dans les années 80 de cette œuvre inachevée, parfois ça sonne faux selon moi. Et je préfère l'œuvre infinie à la Borges, pour ainsi dire, ou cette lecture dans le temps, par le temps, à travers les temps des autres aussi. Je pense qu'il y a deux façons de considérer une œuvre inachevée. L'une, c'est que toute œuvre est un palimpseste et donc on ne finit jamais de la lire. Il y a toujours une cape qui s'ajoute, une couche de lecture qui apporte une vision qui ne pouvait pas être là avant, comme par exemple, nous citions Orwell 1984, il ne pouvait pas imaginer que Trump arriverait. Donc cette couche que le lecteur ajoute, il ne peut l'ajouter que maintenant. Et ça permet que l'œuvre s'étend dans le futur, ou le conte de la servante de Atwood, qui maintenant a pris la catégorie des littératures testimoniales. Mais l'autre vision de l'œuvre inachevée me paraît la plus intéressante, c'est que une œuvre ne peut pas conclure. Flaubert disait que la bêtise consiste dans le désir de conclure. Arriver en conclusion, fermer le dialogue, répondez oui ou non. La littérature ne répond jamais oui ou non. Et cette ouverture que nous laisse toujours avec la question, est-ce que Madame Bovary est coupable ou non? Est-ce que Don Quichotte est fou ou non? Est-ce que le capitaine Ahab a une vraie quête, ou c'est tout simplement un désir de vengeance? Et on sait en tant que lecteur que ce n'est jamais une de ces choses, mais toutes ces choses-là et d'autres encore. Je vais citer Borges une deuxième fois. Borges a écrit 9 essais sur Dante, et il y a un des essais qui est sur le comte Ugolino. Dans l'enfer des traîtres, Dante et Virgile découvrent un couple monstrueux qui est un homme qui est en train de ronger le crâne d'un autre. C'est le comte Ugolino qui est en train de ronger le crâne du cardinal Ruggiero. Le cardinal Ruggiero, qui était son ennemi, l'avait enfermé dans une tour pour qu'il meure de faim, mais avec ses enfants. Et donc, quand Ugolino raconte à Dante ce qui est arrivé, il lui raconte comment ses enfants
se sont offerts à lui comme chair en lui disant « Tu nous as donné la chair, maintenant nous te la retournons pour que tu ne meurs pas de faim » et que Ugolino meurt dans le plus atroce souffrance. Et Borges dit que depuis le premier commentateur de Dante, les commentateurs se sont posé la question, est-ce que Ugolino mange ou il ne mange pas ses enfants? Et Borges passe revue à tous ces commentaires et aboutit à ceci. Il dit, dans la vie réelle, dans l'histoire, parce que Ugolino a existé, aussi le cardinal Ruggiero, dans l'histoire, la vraie histoire, Ugolino a dû faire une chose ou l'autre. Il a dû manger ses enfants ou il n'a pas mangé ses enfants. Mais dans la comédie de Dante, Ugolino mange et ne mange pas ses enfants. Et c'est dans cette tension que le poème existe. Et Borges encore, vous voyez, je n'ai aucune idée originale, je ne fais que débiter de citations. Borges a une définition qui me paraît la plus exacte de ce que nous sommes en train de discuter, du fait esthétique. Ça répond à votre question, Madame, sur l'imagination. Borges dit que peut-être le fait esthétique, ce que nous arrive quand nous lisons un poème, nous écoutons une belle musique, nous sommes devant un visage délabré par le temps, certains paysages, certaines formules mathématiques, pourquoi pas, nous disent quelque chose ou nous ont dit quelque chose que nous devions pas perdre ou nous promettent de dire quelque chose. Et Borges définit le fait esthétique comme ceci. L'imminence d'une révélation qui ne se fait pas est peut-être l'effet esthétique. Je trouve que c'est absolument génial. Et c'est la seule phrase qui me rend à moi l'impression que j'ai quand j'écoute Mozart ou je lis Rimbaud. Oui, il y a une question là. Oui, en vous écoutant, me sont venues deux pensées. Une de Marcel Duchamp. Il n'y a que des choses auxquelles je ne crois pas. Et l'autre, que l'on attribue, je crois, à Emerson, le philosophe américain, est les choses sont différentes de ce qu'elles ne sont pas. Pensez-vous, cela dit, que la fiction existe vraiment ? Peut-être ces deux phrases sont des constructions verbales pour nous pousser à penser. Moi, du moins, je ne les comprends pas, mais elles m'intéressent. Et comme disait la Reine Rouge à Alice, je fais la pratique d'imaginer 6 choses impossibles chaque matin avant le petit déjeuner. C'est un exercice utile et si nous disons que la fiction nous aide à croire en ce qui est impossible, peut-être vos 2 citations sont le miroir de cette expérience. Merci beaucoup. Tandis que d'autres questions se préparent, j'aurais 2 petites questions. Alors, une toute première. Je vous donne 2 pour le prix d'une. J'ai envie plutôt de vous relancer.
Souvent, vos livres comportent, comme les livres anciens, on les enluminure les textes, des images. Et je me suis souvent interrogée sur votre rapport aux images, surtout dans le livre The Traveler. Attendez, en français, c'est notre titre, Le Voyageur et la Tour. Et évidemment, les images ne sont pas doublées par le texte. Non. Elles sont dans une sorte de tangente avec le texte. Elles sont un complément du texte. Une sorte de complément. Dans mes livres, au moins. Je choisis les images quand je trouve que c'est nécessaire que le lecteur voit ce dont je parle. Décrire un tableau peut donner une vision de tableau, mais pourquoi ne pas tout simplement montrer le tableau? Donc je suis parti de là quand j'ai écrit une histoire de la lecture, parce qu'il me semblait important de montrer ces images. Mais aussi, j'écris après un livre qui s'appelle Le Livre d'images, qui est une sorte de... ça part d'un chapitre d'une histoire de la lecture sur la lecture d'images, où je me suis proposé de voir s'il était possible de voir une image sans y ajouter une narration. Et je crois que ce n'est pas possible. J'ai pris par exemple l'exemple des expressionnistes abstraits américains, dans le cas de John Mitchell, qui voulaient délibérément montrer que la couleur, des espaces de couleur, et ne pas ajouter à ces couleurs ni une valeur symbolique, ni formelle, de forme. Il est impossible, au moins pour moi, de regarder ça sans voir quelque chose. Et je pense que c'est à partir d'une impulsion d'interprétation que nous avons en tant qu'êtres humains, que nous ne pouvons pas regarder le ciel étoilé sans voir une constellation, ou un paysage sans y reconnaître une émotion, ce que Ruskin appelait the pathetic fallacy, attribuer au paysage une émotion qui nous est propre. Je crois que c'est le principe de la créature lectrice que nous sommes. Nous venons au monde, nous reconnaissons dans le visage des autres, dans les nuages, dans tout ce qui se présente à nos yeux, une cohérence narrative que nous inventons pendant que nous la reconnaissons. C'est des histoires que nous écrivons en croyant les lire, comme si elles étaient hors de notre capacité d'imaginer, comme si elles étaient vraies. Or, la nature ne raconte rien. L'univers a des qualités propres, certes, mais qui ne sont pas les nôtres, certainement pas nos perceptions du temps et de l'espace, nos idées du temps et de l'espace, sans lesquelles nous ne pouvons penser, ne veulent rien dire dans l'univers. Les astrophysiciens parlent de temps-espace, mais ça n'a rien à voir avec notre idée de passé, présent, futur. Et d'ailleurs, bon, là je m'étends en quelque chose d'autre, il y a des langues, notamment le Aymara, qui est parlé en Amérique du Sud par presque 1 million de personnes, dont la grammaire ne comporte pas le sens d'aller du passé au futur. Ils conçoivent le futur comme la source du temps. Et bon, c'est un peu compliqué pour y rentrer maintenant, mais tout simplement pour dire que notre idée de l'espace et du temps, c'est une convention, et à partir de cette convention partagée, nous regardons le monde et nous croyons y repérer ce que nous concevons dans notre tête. Mais quand même, la littérature ou certaines expériences avec la littérature sont justement cette sorte de
chambardement. Oui, mais à la partir notion. de ce qui est donné. Oui, C'est-à-dire, oui. vous ne pouvez pas chambrayer quelque chose qui n'est pas en place. Il faut d'abord que ça soit en place pour le bousculer, la tourner, la changer, la fragmenter, tout ce que nous faisons avec un texte. Je vois qu'il y a une question là. Je crois que vous parlez plusieurs langues et je voulais savoir si vous avez beaucoup parlé de vous lecteur, mais jamais de vous écrivain. Alors, à vous lecteur, est-ce que votre lecture de certains textes dans différentes langues a changé quelque chose à votre compréhension des choses, des personnages? Est-ce que ça a touché d'autres parties de la pensée ou pas du tout? Votre question est s'il y a une lecture qui a changé ma perception des choses, du monde? En changeant de langue, le même texte. Ah oui, d'accord. Oui, évidemment. Je suis convaincu que chaque langue non seulement possibilite certaines façons de nommer, mais qui nous oblige à penser certaines choses. Que une langue ne permet pas les mêmes pensées qu'une autre, que une pensée qui a son origine dans la langue française parfois ne permet pas cette même pensée à partir de la langue anglaise ou espagnole. On peut faire un effort de traduction, mais il y a une grammaire, un vocabulaire, une syntaxe qui appartiennent à une langue qui est créatrice, qui fait naître certaines façons de voir le monde. Et c'est pour ça que l'effort de traduction est un acte de magie. Pensez que vous composez quelque chose avec certains mots, une certaine musique, gérée par une certaine grammaire avec une certaine syntaxe. Vous enlevez les mots, la musique, la syntaxe, la grammaire, et vous reconstituez quoi dans une autre langue. Il y avait un paradoxe qu'on donnait aux étudiants de philosophie au Moyen-Âge. Si on vous remplace le bras droit et ensuite le bras gauche et ensuite la jambe et ensuite l'estomac et ensuite la tête, ensuite le gars, est-ce que c'est encore vous? Et on peut poser la même question pour un texte, on doit poser la même question pour un texte. Et on comprend très vite que dans l'acte de ce que nous appelons traduction, qui curieusement veut dire la même chose que métaphore, c'est-à-dire porter ailleurs, translader, métaphore. Dans cet acte, il y a un acte de création profonde et que cela nécessiterait de la part des lecteurs l'exigence que le nom du traducteur apparaisse comme auteur du texte. Je ne lis pas Dostoïevski, je lis le traducteur de Dostoïevski parce que je ne lis pas le russe. Et il est injuste de dire que je lis Dostoïevski. Je lis plusieurs versions de Dostoïevski. Si je le lis en français, en anglais, en allemand, et dans chaque cas, une certaine traduction. Et pour répondre à votre question, oui, c'est vrai qu'il m'était arrivé, par exemple, de lire Louise Labbé en français, et ensuite dans les traductions de Rilke. Et les traductions de Rilke donnent une profondeur inattendue à ces beaux poèmes, mais ajoute quelque chose qui va beaucoup plus loin que le terrain du poème de Louise Labbé. Vous me faites penser aussi, à mon tour, je cite Borges dans une lettre qu'il avait écrite à un ami lorsqu'il était arrivé à Paris, en ayant quitté Buenos Aires. Il dit « Ah, c'est magnifique d'être à Paris, je peux enfin lire Walt Whitman en allemand. »
Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, madame. Une question. Oui, bonsoir. J'aimerais vous poser presque une question de base. Je reviens à Scheherazade. En somme, Scheherazade, elle connaît son interlocuteur. Et Elle connaît son interlocuteur. Elle sait à qui elle s'adresse. oui. Le jeune écrivain, je ne pense pas à vous qui êtes immensément connu, mais un jeune écrivain, et ça se dit souvent, ça s'entend beaucoup, ne connaît pas son lecteur. Il ne sait même pas s'il y en a un, ou 1000, ou pas du tout. Quelle est cette découverte du lecteur, à un moment donné, de votre lecteur? Vous êtes écrivain et vous découvrez que vous avez effectivement un public. Mais quel public? Vous ne connaissez jamais vos lecteurs, que vous soyez jeune ou vieux comme moi. Vous inventez vos lecteurs quand vous écrivez. J'imagine un interlocuteur pour mon texte. J'avais une éditrice amie au Canada qui m'a donné un conseil merveilleux. Elle me disait que quand j'écrivais, que je devais imaginer un petit lecteur perché sur mon épaule en me disant « Et pourquoi tu me racontes ça, moi qui ne suis pas ta maman ?» C'est très utile parce qu'on doit imaginer un lecteur qui est beaucoup plus intelligent que soi-même. Et à ces lecteurs, on s'adresse. Pour ces lecteurs, on écrit. Parfois, dans la vie, on a la chance de rencontrer quelqu'un qui est ce lecteur idéal. Mais à ce moment-là, vous vous rendez compte que vous, en tant qu'auteur, vous êtes mort et que le texte est resté en suspension animée jusqu'à ce que ce lecteur se digne à lui redonner le souffle et lui donner la vie. Et à ce moment-là, ce texte ne vous appartient plus. Il a été adopté par sa nouvelle mère, par son nouveau père. Merci beaucoup. Vous parlez souvent de magie dans vos livres et vous associez l'idée de la littérature à la magie. Et je pense que nous pouvons vous remercier de ce moment magique que vous nous avez donné ce soir. Et on vous attend, vous, ébahis, demain pour la conversation qui aura lieu ici à 18h30, encore une fois. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. C'était merveilleux. Il faut continuer cette conversation. Merci. Je pense que là, il fallait terminer.